Un milliardaire de 70 ans épouse une jeune sans-abri. Le monde les a jugés, mais personne ne s'attendait à ce dénouement. La révélation derrière le mariage a choqué tout le monde. Préparez-vous à découvrir le secret incroyable. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'avenue des Champs-Élysées, alors que Sophie Martin se blottissait contre le mur en béton de la Tour Lafayette, son sac à dos usé, servant de coussin improvisé. Contrairement à la foule pressée autour d'elle, elle restait immobile, complètement absorbée par le livre ancien posé avec soin sur ses genoux. La reliure du livre était craquelée, ses pages jaunies par le temps, mais pour Sophie, il était plus précieux que toutes les vitrines scintillantes des boutiques de luxe qui l'entouraient. Ce livre, un recueil de poésie victorienne, était le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant que tout ne change. Les doigts de Sophie caressèrent l'inscription familière à l'intérieur de la couverture. « À ma chère Sophie, puissent ces mots éclairer ton chemin lorsque l'obscurité tombera. » Ces mots étaient devenus son encre au cours des 3 dernières années, après qu'une série de malheurs l'avait laissé sans foyer, mais jamais sans espoir. À 23 ans, Sophie possédait une dignité tranquille qui semblait en décalage avec sa situation. Ses vêtements, bien que propres et soigneusement entretenus, montraient des signes d'usure. Ses cheveux foncés étaient soigneusement tressés en une natte pratique, et ses yeux verts reflétaient une sagesse qui dépassait son âge. Chaque matin, elle arrivait au même endroit, sortait son livre et lisait jusqu'à ce que le café voisin jette ses pâtisseries de la veille, que le barista au grand cœur trouvait toujours le moyen de lui glisser discrètement. Depuis son bureau situé 90 étages plus haut, Henri Bernard se tenait devant la baie vitrée, son reflet se reflétant sur le verre alors qu'il observait la rue animée en contrebas. À 70 ans, il avait tout accompli ce que la société jugeait important. Une fortune estimée à 38 milliards de dollars par Forbes, un empire mondial et un nom qui ouvrait toutes les portes à Paris. Pourtant, ces derniers temps, il se surprenait de plus en plus à observer la jeune femme qui lisait chaque jour devant son immeuble. Il y avait quelque chose en elle qui éveillait sa curiosité. Contrairement à d'autres dans sa situation, elle ne demandait jamais rien, n'affichait aucun panneau sollicitant de l'aide. Elle se contentait de lire, perdue dans son monde de mots, tandis que la ville s'agitait autour d'elle. Henri avait bâti son empire en sachant lire les gens, et la persistance silencieuse de cette jeune femme le troublait d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. « Monsieur Bernard ?» La voix de son assistante exécutive interrompit ses pensées. « Le conseil d'administration vous attend dans la salle de réunion. » Henri hocha la tête, son visage ridé se reflétant dans la vitre. Des nouvelles médicales récentes l'avaient forcé à réfléchir à son héritage et le vide grandissant de ses réalisations pesait lourdement sur son esprit. « Dites-leur que j'arrive bientôt, Marguerite. » Avant de s'éloigner de la fenêtre, il regarda la jeune femme marquer soigneusement sa page dans le livre et se lever, rassemblant ses quelques affaires avec une efficacité rodée. Quelque chose dans ses gestes lui rappelait quelqu'un, un fantôme de son passé qu'il n'arrivait pas tout à fait à identifier. Ce soir-là, alors que le chauffeur d'Henri le ramenait chez lui, il prit une décision impulsive. « Arrêtez la voiture !» ordonna-t-il en apercevant la jeune femme marchant sur le trottoir, son livre serré contre sa poitrine. Le chauffeur se rangea, et Henri sortit dans l'air frais de l'automne. Son état de santé aurait dû l'empêcher de s'agiter. Mais quelque chose de plus fort que les conseils médicaux le poussa à avancer. En s'approchant d'elle, il remarqua qu'elle se raidissait légèrement, consciente de sa présence, mais ne levant pas encore les yeux. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix grave plus douce que d'habitude. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous lisez chaque jour devant mon immeuble. Ce doit être un livre remarquable. » Sophie leva les yeux, la surprise traversant ses traits alors qu'elle observait le gentleman distingué dans son costume parfaitement coupé. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, et dans ce silence, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Une reconnaissance peut-être d'âmes sœurs, malgré leurs circonstances radicalement différentes. « C'est de la poésie », répondit-elle enfin, sa voix douce mais claire, avec une force sous-jacente qui surprit Henri. « Principalement des poètes victoriens. Ce n'est pas au goût de tout le monde, mais... » Elle s'arrêta, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Ils avaient une façon de trouver de la beauté dans les endroits les plus sombres.
Henri ressentit une tension inattendue dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec son problème cardiaque. « Voudriez-vous prendre un café avec moi ?» surprit-il à demander, désignant le café haut de gamme au coin de la rue. « J'aimerais en savoir plus sur vos poèmes préférés. » Sophie hésita, l'étudiant avec ses remarquables yeux verts. Dans ses yeux, Henri ne vit ni désespoir ni calcul, mais une sagesse prudente qui semblait percer à travers son costume coûteux pour atteindre quelque chose de plus profond. Finalement, elle hocha la tête, ajustant son sac à dos usé sur son épaule. Alors qu'ils se dirigèrent vers le café, aucun d'eux n'aurait pu deviner comment cette simple conversation mettrait en mouvement une chaîne d'événements qui transformerait non seulement leur vie, mais aussi celle d'innombrables autres. Et aucun ne remarqua la silhouette qui les observait depuis l'ombre du hall de la tour Lafayette, son visage s'assombrissant alors qu'il voyait son patron interagir avec la mystérieuse jeune femme. L'intérieur du petit café était un monde à part de l'environnement habituel de Sophie. Les lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur les tables en marbre, et l'air était riche des arômes de café premium et de pâtisserie, fraîchement sortis du four. Alors qu'il s'installait dans un coin tranquille, Sophie ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux des autres clients. Un homme du statut évident d'Henri ainsi avec quelqu'un comme elle ne manquerait pas de susciter des questions. « Commandez ce que vous voulez », dit Henri, observant ses yeux s'écarquiller face au prix du menu. Lorsqu'elle hésita, il ajouta doucement « Je vous recommande leurs croissants aux amandes. Ils me rappellent ceux que j'aimais déguster à Paris. » Sophie posa soigneusement son livre sur la table entre eux comme un bouclier. « Merci, me. Bernard, Henri Bernard. Mais s'il vous plaît, appelez-moi Henri. » Il sourit, les rides autour de ses yeux se plissant avec une chaleur sincère. « Et vous êtes ?»« Sophie Martin. » Elle s'arrêta alors que le serveur s'approchait, puis commanda un simple cappuccino et sur l'insistance d'Henri, un croissant aux amandes. Une fois seule à nouveau, elle demanda « Pourquoi m'avez-vous vraiment invité ici, monsieur Bernard ? Je doute que ce soit juste pour discuter de poésie victorienne. » Henri apprécia sa franchise. C'était rafraîchissant après des années de gens lui disant ce qu'ils pensaient qu'ils voulaient entendre. « Honnêtement, je vous ai vu lire devant mon immeuble pendant des semaines maintenant. Vous avez éveillé ma curiosité. La plupart des gens dans votre situation, il s'interrompit, réalisant comment ces mots pourraient sonner. La plupart des gens dans ma situation demanderaient de l'argent, termina Sophie pour lui, sa voix ne portant aucun jugement, juste une simple constatation. Je n'ai pas toujours été sans abri, monsieur Bernard, et je ne le serai pas toujours. Ce n'est qu'un chapitre de mon histoire, pas le livre entier. Quelque chose dans ces mots résonna en Henri. Avant qu'il ne puisse répondre, leur commande arriva. Il observa Sophie prendre une petite bouchée appréciative du croissant, son calme ne vacillant jamais malgré ce qui devait être une intense « Fin ? Parle-moi de ce livre », dit-il en inclinant la tête vers le volume usé posé entre eux. « Tu le manipules comme s'il était précieux. » Les doigts de Sophie suivirent machinalement la tranche du livre, un geste qu'Henri soupçonnait qu'elle ne remarquait même pas. C'était celui de ma mère. Elle me l'a offert pour mes 18 ans. Sa voix s'adoucit au souvenir. Elle disait que la poésie était comme un langage secret, qu'elle pouvait exprimer des choses que les mots ordinaires ne pouvaient atteindre. « Et ta mère ?» demanda Henri avec douceur, notant l'emploi du passé. L'expression de Sophie s'assombrit légèrement. « Elle n'est plus là, tout comme mon père. C'est arrivé il y a 3 ans. » Elle se redressa sur sa chaise comme pour secouer physiquement le poids de ses souvenirs. Mais ce livre, il m'aide à me sentir connecté à elle, à celle que j'étais, à celle que je suis toujours, sous tout ça. Elle fit un geste vague en direction de ses vêtements usés. Henri se pencha en avant, son café oublié. « Et qui es-tu, Sophie Martin ? Croirais-tu que j'étudiais la littérature à la Sorbonne ?» Un petit sourire mélancolique joua sur ses lèvres. La vie a une façon de prendre des tournants inattendus, mais je lis toujours tout ce que je peux trouver. La bibliothèque est devenue mon sanctuaire. Alors qu'elle parlait, Henri ressentit un sentiment croissant de familiarité qu'il ne parvenait pas à situer. Quelque chose dans ses manières, sa façon de parler, même son profil alors qu'elle regardait par la fenêtre du café, tout cela tirait sur sa mémoire comme un rêve, à moitié oublié. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. « Pour que tout change ?» Les doigts de Sophie se resserrèrent presque imperceptiblement autour de sa tasse de café. « C'est une longue histoire, »
et pas très joyeuse. Disons simplement que parfois, les décisions d'entreprise ont des conséquences qui vont bien au-delà de la salle du conseil. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste une résignation tranquille qui serra désagréablement la poitrine d'Henri. Avant qu'il ne puisse insister, une ombre s'étendit sur leur table. Henri leva les yeux pour trouver Jacques Dubois, son directeur des opérations, debout là, avec une expression soigneusement neutre, qui ne parvenait pas tout à fait à masquer sa désapprobation. « Henri, je m'excuse de vous interrompre, mais l'appel de Pékin a été avancé. Ils vous attendent au bureau. » Les yeux de Jacques glissèrent avec dédain sur Sophie avant de revenir à son patron. Henri consulta sa montre et fronça les sourcils. « Je n'étais pas au courant d'un changement d'horaire. C'était plutôt de dernière minute, très urgent. » Le ton de Jacques laissait entendre qu'il considérait la situation actuelle comme hautement inhabituelle et potentiellement problématique. Sophie rassemblait déjà ses affaires, son bref moment de détente s'évaporant. « Merci pour le café et la conversation, monsieur Bernard. Je devrais y aller. »« Attendez, » dit Henri en sortant une carte de visite de la poche de sa veste. « Prenez ça. Mon numéro personnel est au dos. J'aimerais continuer notre conversation un de ces jours. » Sophie hésita avant d'accepter la carte, la glissant soigneusement dans son livre. « Merci, dit-elle simplement, mais ses yeux en disaient plus que les mots. Alors qu'Henri la regardait quitter le café, Jacques se racla la gorge de manière significative. « Monsieur, je dois vous conseiller d'être prudent. Les personnes dans sa situation ont souvent des motivations cachées. » Henri se tourna vers son directeur des opérations, quelque chose durcissant dans son expression. « Merci pour votre inquiétude, Jacques. Maintenant, parlez-moi de cet appel soi-disant urgent de Pékin. » Dehors, Sophie s'éloigna rapidement du café, l'esprit en ébullition. La carte de visite dans son livre semblait brûler un trou dans les pages. Elle n'avait pas tout dit à Henri. Comment aurait-elle pu? Mais pour la première fois depuis des années, elle ressentit une lueur de quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. La semaine suivante apporta un temps inhabituellement froid à Paris. Mais Sophie maintint sa routine, bien qu'avec une couche supplémentaire d'anticipation chaque fois qu'elle ouvrait son livre. La carte de visite d'Henri restait soigneusement glissée entre ses pages, intacte mais pas oubliée. Elle ne pouvait pas expliquer même à elle-même pourquoi elle n'avait pas encore appelé ce numéro. Peut-être était-ce de la fierté et de la prudence, ou quelque chose de plus profond, une peur que cette petite étincelle de connexion ne rende sa situation actuelle encore plus difficile à supporter. À l'intérieur de la tour Lafayette, Henri se trouvait de plus en plus distrait pendant les réunions, ses yeux attirés par la fenêtre et l'endroit où Sophie s'asseyait habituellement. Aujourd'hui, cependant, son attention était réclamée par une réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée par Jacques Dubois. La salle de conférence bruissait de tension alors que Jacques se tenait à la tête de la table, une pile de documents devant lui. « Mesdames et messieurs du conseil », commença Jacques, sa voix portant la gravité exercée de quelqu'un qui avait répété ce moment, « je crois de mon devoir de vous faire part de certaines préoccupations. Les récentes interactions de notre PDG avec une personne au passé douteux ont soulevé de sérieuses inquiétudes en matière de sécurité et de publicité. » Henri sentit sa mâchoire se serrer. « Jacques, si vous avez quelque chose à dire sur mes affaires personnelles, je vous suggère de me le dire directement. » Le sourire de Dubois n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, Henri, j'exprime simplement une inquiétude concernant la réputation de l'entreprise. Nous avons engagé des détectives privés pour enquêter sur cette Sophie Martin, et son passé est intéressant. » Il fit glisser un dossier sur la table. « Elle apparaît peu après que vous ayez appris votre problème cardiaque. Et soudainement, elle lit des livres devant votre immeuble tous les jours. Cela semble plutôt opportun. Vous l'avez fait enquêter ?» La voix d'Henri était dangereusement calme. Plusieurs membres du conseil d'administration se tortillèrent sur leur siège. « C'est mon travail de protéger les intérêts de cette entreprise », répliqua Dubois avec aisance. « Saviez-vous qu'elle était étudiante à la Sorbonne jusqu'à il y a 3 ans, juste au moment de la fusion des industries Tournier, la fusion qui a rapporté des milliards à cette entreprise, mais qui a aussi entraîné des milliers de licenciements. » La main d'Henri se porta instinctivement à sa poitrine, où une légère douleur lui rappela son état. Quelque chose dans les mots de Dubois éveilla en lui un souvenir qu'il n'arrivait pas à saisir. La fusion Tournier, qu'est-ce que cela? Qu'a à voir avec tout ça? Peut-être rien, dit Dubois, son ton suggérant exactement le contraire.
mais elle est clairement intelligente, éduquée, et maintenant opportunément sans abri juste devant votre immeuble. Le timing de son apparition, surtout compte tenu de vos récents problèmes de santé et de votre, vie personnelle solitaire, tout cela semble calculé. Avant qu'Henri ne puisse répondre, son assistante personnelle Marguerite fit irruption dans la pièce, son habituel calme ébranlé. « Monsieur Bernard, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle lui tendit une tablette affichant un article d'actualité en direct. Le titre lui glaça le sang. « Les rencontres secrètes d'un milliardaire avec une femme sans abri. Charité ou scandale ?» En dessous se trouvait une photo floue de lui et de Sophie au petit café, clairement prise à leur insu. Dubois s'éclaircit la gorge. « Comme vous pouvez le voir, cela devient déjà un problème de relations publiques. Nous devons gérer cette situation avant qu'elle ne s'aggrave. » Henri se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Cette réunion est levée, et Jacques, restez loin de Sophie Martin, ce n'est pas une demande. Il sortit de la pièce, laissant derrière lui un sillage de chuchotements. Dehors, Sophie était inconsciente de la tempête qui se préparait au-dessus d'elle. Elle était plongée dans son livre, particulièrement dans un passage qui lui rappelait toujours son père, bien que beaucoup soit perdu, beaucoup demeure. Et bien que nous ne soyons plus cette force qui autrefois déplaçait la terre et le ciel, ce que nous sommes, nous le sommes. Un même élan de cœur héroïque, affaibli par le temps et le destin, mais fort par la volonté de lutter, de chercher, de trouver et de ne pas céder. La voix grave qui achevait la citation la fit lever les yeux. Henri était là, l'air plus tourmenté que lors de leur rencontre au café. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, sur le béton, son costume coûteux ramassant la crasse de la ville. « Tennyson, murmura Sophie, tu connais ta poésie. » Sophie, la voix d'Henri était pressante, différente de son ton habituellement mesuré. « Il se passe des choses que tu dois savoir. Serais-tu prête à monter à mon bureau ? Ce n'est pas sûr de parler ici. » Elle étudia son visage, remarquant les nouvelles rides d'inquiétude creusées autour de ses yeux. « Pas sûr ? Qu'est-ce qui se passe ? » « S'il te plaît, dit-il en se levant et en lui tendant la main. Fais-moi confiance. » Sophie regarda sa main tendue, puis son sac à dos usé contenant tout ce qu'elle possédait au monde. 3 ans d'instinct de survie lui disaient de partir. Mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait au destin, la poussa à tendre la main et à prendre la sienne. Alors qu'ils entrèrent dans le hall élégant de l'immeuble, aucun ne remarqua la silhouette qui les observait depuis une voiture noire et élégante de l'autre côté de la rue. L'observateur prit son téléphone et composa rapidement un numéro. « Monsieur, ils montent à son bureau maintenant. Devons-nous procéder au plan ?» La voix de Jacques Dubois crachota à travers le haut-parleur. « Oui, il est temps de montrer. À Monsieur Bernard exactement à qui il a affaire. Envoyez le dossier à tous les grands médias de la ville. Et assurez-vous que notre ami de la fusion Tournier est prêt à jouer son rôle. » Le bureau d'Henri occupait tout le dernier étage de la tour Lafayette, ses fenêtres allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur Paris. Sophie se tenait devant la vitre, regardant en bas l'endroit où elle s'asseyait, habituellement, maintenant minuscule et insignifiant depuis cette hauteur. Le contraste entre son monde habituel et cette atmosphère raffinée ne lui échappait pas. « C'est étrange », murmura-t-elle, son reflet flottant contre le paysage urbain. « De tout voir d'ici, tout semble si différent. » Henri l'observait depuis son bureau, frappé par la façon dont elle semblait naturellement à sa place dans cet espace, malgré ses vêtements usés. « La perspective change tout, n'est-ce pas ? Assieds-toi, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Sophie se détourna de la fenêtre et s'installa dans l'un des fauteuils en cuir moelleux face à son bureau. Henri poussa la tablette vers elle, ouverte sur l'article de presse les concernant. Elle le lut en silence, son expression impassible, mais ses doigts serrèrent un peu plus les accoudoirs. « Ils essayent de te peindre comme une sorte d'escroc, » dit Henri, sa voix tendue par une colère contenue. « Mon directeur des opérations, Jacques Dubois, vous a fait enquêter. Il semble particulièrement intéressé par votre lien avec quelque chose appelé la fusion Tournier. » Le visage de Sophie pâlit légèrement à l'évocation de Tournier, mais elle se reprit rapidement. « Monsieur Bernard, Henri, je vous en prie. »« Henri, » corrigea-t-elle, « pourquoi me dites-vous cela? Vos administrateurs ont sûrement une raison. Vous me connaissez à peine. Je pourrais être exactement ce qu'ils pensent que je suis. » Henri se pencha en avant, son regard intense. « L'êtes-vous ?
répondit-elle simplement. « Mais ce n'est pas vraiment la question, n'est-ce pas? La question est de savoir pourquoi vous croyez que je ne le suis pas. » Henri se leva et se dirigea vers un vieux classeur dans le coin de son bureau. D'un tiroir, il sortit une vieille photographie dans un cadre en argent. « À cause de ça, » dit-il en la posant devant elle. Les mains de Sophie tremblèrent lorsqu'elle prit le cadre. La photo montrait un Henri bien plus jeune, debout, avec un groupe d'employés, tous portant des casques de sécurité et des gilets fluorescents. Mais c'est un visage en particulier qui retint son attention. Un homme dans la trentaine, avec ses mêmes yeux verts et une expression déterminée. « C'est David Martin, » dit Henri doucement, « l'un des meilleurs ingénieurs que j'ai eu le privilège de côtoyer. Votre père. » Le souffle de Sophie se coupa. « Vous connaissiez mon père ?» Il était plus qu'un employé. C'était un ami, l'un des rares vrais que j'ai jamais eus dans ce milieu. La voix d'Henri portait le poids d'un vieux regret. Mais quelque chose s'est passé pendant la fusion Tournier, quelque chose que j'ignorais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avant qu'il ne puisse continuer, Marguerite fit irruption dans le bureau à nouveau. « Monsieur Bernard, je suis désolé, mais vous devez voir ça immédiatement. » Elle lui tendit une nouvelle tablette, ouverte sur plusieurs sites d'actualité. Les titres firent chuter le cœur de Sophie. Lien entre une femme sans abri et le scandale des industries, Bernard révélé. La fille de l'ingénieur dit Gracier. Cible un milliardaire. Le lanceur d'alerte de la fusion Tournier s'exprime. Bernard savait tout. Le visage d'Henri s'assombrit alors qu'il parcourait les articles. Ils essaient de vous relier à une sorte d'espionnage industriel impliquant votre père. C'est l'œuvre de Dubois. Il leva les yeux vers Sophie, son expression grave. « J'ai besoin de connaître la vérité, Sophie. Carsten, que s'est-il vraiment passé il y a 3 ans ?» Sophie se leva et retourna à la fenêtre, rassemblant ses pensées, tout en observant la ville en contrebas. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était calme mais chargée d'une émotion contenue. « Mon père était un ingénieur brillant, mais c'était aussi un homme de principe. Pendant la fusion Tournier, il a découvert quelque chose qui aurait arrêté l'accord net s'il avait été révélé. Il a essayé de le signaler par les canaux appropriés, mais... » Elle se retourna pour faire face à Henri, ses yeux brillants de larmes retenues. « Quelqu'un a enterré ces rapports. La fusion a été conclue. 2 semaines plus tard, la réputation de mon père a été détruite par de fausses accusations. Il a tout perdu. Son travail, ses économies, sa dignité. Le stress a été trop lourd pour la santé de ma mère, et quand elle est tombée malade, nous n'avons pas pu nous payer un traitement adéquat. Après son décès, mon père, il n'a plus jamais été le même. Il a disparu un jour, ne laissant derrière lui que son ancienne carte d'entreprise et un mot disant qu'il était désolé. » Henri s'affaissa lourdement dans son fauteuil, le poids de cette révélation visible dans sa posture. « Pourquoi ne m'as-tu pas raconté cela au café? M'aurais-tu cru ?» demanda Sophie doucement. « Une fille sans abri prétendant être la fille d'un homme dont la carrière a été détruite par votre entreprise. De plus, je ne savais pas que vous le connaissiez. Je ne savais pas... » Un coup sec à la porte les interrompit et Jacques Dubois entra sans attendre de réponse. Son sourire confiant vacilla légèrement lorsqu'il aperçut Sophie. « Henri, la presse est en bas et exige une déclaration sur les allégations concernant la fusion Tournier. Le conseil d'administration demande une réunion d'urgence. Nous devons gérer cette situation maintenant. » Les yeux d'Henri ne quittèrent pas le visage de Sophie. « Oui, » dit-il lentement, « nous devons certainement le faire. » Il appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. « Marguerite, appelez la sécurité, qu'ils escortent M. Dubois hors de l'immeuble. Son accès est révoqué, effet immédiat. » Le sourire de Dubois disparut complètement. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Henri, cette fille vous manipule. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger, pour protéger l'entreprise. »« Non, » dit Henri se redressant de toute sa hauteur. « Tout ce que tu as fait, c'était pour te protéger toi-même. Sophie, reconnaîtriez-vous la personne qui a enterré les rapports de votre père, celle qui a orchestré sa chute ?» Les yeux de Sophie se rivèrent sur le visage de Jacques, la reconnaissance et la compréhension surgissant simultanément. « C'était toi, » murmura-t-elle. « Tu étais l'officier de conformité qui a géré le dossier de mon père. Tu lui as dit que l'affaire serait enquêtée, mais au lieu de ça... » La contenance de Jacques se fissura. « Tu n'as aucune preuve, aucune. Et même si tu en avais, la prescription... » « Ne s'applique pas aux nouvelles preuves, » interrompit Henri. «
ni aux actions que tu as récemment entreprises pour dissimuler tes anciens crimes. Pensais-tu vraiment que je ne ferais pas ma propre enquête après que tu as commencé à t'intéresser à Sophie? La sécurité arriva. À ce moment-là, 2 hommes costauds en costume sombre. Jacques regarda alternativement les gardes, Henri et Sophie, son visage déformé par la rage. « Ce n'est pas terminé », cracha-t-il alors que les gardes l'emmenaient. Dans le silence soudain qui suivit, Sophie s'affaissa dans son fauteuil, submergée. Henri s'approcha et posa une main douce sur son épaule. « Sophie, je veux que tu saches une chose. Ton père avait raison. Quoi qu'il ait découvert, qui que soit impliqué, nous allons tout révéler. Nous allons réparer ça. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes coulant enfin. « Pourquoi? Pourquoi prendrais-tu tous ces risques pour m'aider ?» L'expression d'Henri s'adoucit tandis qu'il contemplait la ville en contrebas, où leurs chemins s'étaient croisés, désormais semblant relever de bien plus que du hasard. Parce que certaines dettes ne peuvent pas être payées avec de l'argent. Et parce que parfois, les choses les plus précieuses de la vie se déguisent en ses plus grands défis. Dehors, Marguerite ferma doucement la porte, un petit sourire aux lèvres. Elle avait ses propres souvenirs de David Martin, et elle sentait que les choses chez Industrie Bernard allaient changer d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Le lendemain matin se leva gris et brumeux sur Paris, reflétant l'humeur, sombre dans le penthouse d'Henri. Il était assis dans son bureau entouré de piles de vieux dossiers et de documents que Marguerite l'avait aidé à récupérer des archives de l'entreprise. Chaque papier semblait contenir une autre pièce du puzzle qui avait changé la vie de Sophie, et par extension, la sienne. Sophie était assise en face de lui, son livre usé posé avec soin sur une table à côté. Elle avait accepté à contre-cœur son offre de rester dans l'une de ses chambres d'amis, comprenant qu'avec le cirque médiatique qui se préparait dehors, sa place habituelle dans la rue n'était plus sûre. Le contraste entre son environnement actuel et sa vie récente était frappant. Le tapis moelleux sous ses pieds, le mobilier élégant, la vue spectaculaire sur le bois de Boulogne à travers les vitres striées de pluie. « Regarde ça », dit Henri en tenant un document jauni. « Ton père a déposé son premier rapport sur les irrégularités de la fusion Tournier, exactement 1 semaine avant la clôture de l'accord. Selon ceci, il avait découvert des problèmes structurels graves dans plusieurs des principales usines de Tournier, des problèmes qui avaient été délibérément dissimulés pendant le processus de due diligence. » Sophie se pencha en avant, ses yeux parcourant l'écriture familière. Papa était toujours méticuleux avec la documentation. Il croyait en l'importance de faire les choses correctement, quel qu'en soit le prix. Elle avala difficilement. Je me souviens de la nuit où il a parlé à maman pour la première fois de ce qu'il avait découvert. Il était si inquiet, mais aussi si sûr de ce qu'il devait faire. Henri hocha la tête, l'air pensif. David était l'un des hommes les plus principaux que j'ai jamais connus. C'est ce qui rend toute cette affaire encore plus suspecte. Ces rapports auraient dû m'être directement transmis, mais ils ont été interceptés et enterrés. Dubois a eu de l'aide. Quelqu'un de haut placé chez Industrie Tournier devait être impliqué. « Mais pourquoi ?» demanda Sophie, se levant pour arpenter la pièce. Qu'y avait-il de si important dans cette fusion pour qu'il détruise la vie d'un homme innocent pour la protéger? Avant qu'Henri ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était Marguerite. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les anciennes archives de Courriel. Quelque chose à propos d'une filiale appelée Solutions Technologiques Tournier. Dois-je vous l'apporter ?» « Immédiatement », répondit Henri, le visage grave. En raccrochant, il se tourna vers Sophie. « Solutions Technologiques Tournier. Pourquoi ce nom me semble familier ?» Sophie s'était figée, parce que c'était la division que mon père investiguait de plus près. Il ne m'a jamais donné les détails. Je pense qu'il essayait de me protéger. Mais je me souviens l'avoir entendu mentionner ce nom au téléphone tard le soir. Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Marguerite. L'assistante entra, portant un ordinateur portable et plusieurs dossiers supplémentaires. Malgré l'heure matinale, elle était, comme toujours, impeccable dans son tailleur. « Monsieur Bernard, ces courriels suggèrent que Solutions Technologiques Tournier n'était pas simplement une filiale. C'était une société écran utilisée pour dissimuler certaines transactions financières. Et regardez qui siégeait à leur conseil d'administration. » Elle ouvrit l'un des dossiers et le posa sur le bureau. Le visage d'Henri s'assombrit en lisant le nom. Grégoire Tournier Jr., le fils du fondateur. Il était censé n'être qu'une figure de proue.
Mais ces documents suggèrent qu'il était profondément impliqué dans les opérations de l'entreprise, et particulièrement intéressé par le département de votre père, Sophie. Sophie prit le dossier, ses mains tremblant légèrement. Je me souviens de lui. Il est venu chez nous une fois, juste avant que tout ne s'effondre. Papa était si bouleversé après son départ, mais il ne voulait pas me dire pourquoi. Henri appuya sur un bouton de son interphone. « Trouvez-moi tout ce que nous avons sur Grégoire Tournier Jr., où elle se trouve actuellement, et contactez notre équipe juridique. Je veux qu'il travaille sur ça immédiatement. » Alors que Marguerite se dépêchait de sortir, Sophie se tourna vers Henri. « Pourquoi faites-vous tout ça? Votre conseil d'administration me considère déjà comme un risque. Combattre cette bataille pourrait vous coûter tout ce que vous avez construit. » Henri se leva et se dirigea vers la fenêtre, son reflet paraissant plus âgé et plus fatigué que d'habitude. Quand j'ai reçu mon diagnostic le mois dernier, j'ai commencé à penser à l'héritage. Pas au bâtiment qui porte mon nom ou à l'argent sur mes comptes, mais à l'impact réel que j'ai eu sur la vie des gens. Votre père a cru au système, en moi, et cette confiance a été trahie. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de le réparer. Sophie le rejoignit à la fenêtre, leur reflet côte à côte devant le ciel gris à l'extérieur. Papa disait souvent que le vrai caractère ne se mesure pas aux erreurs que l'on fait, mais à la manière dont on choisit de les corriger. Un petit sourire effleura les lèvres d'Henri. C'était un homme sage, votre père. Et, en parlant de sagesse, il se tourna vers elle. « J'ai une proposition à vous faire, Sophie. Une proposition qui pourrait nous aider tous les deux à trouver ce que nous cherchons. » Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone vibra à nouveau. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro masqué. Henri répondit, mettant l'appel en haut-parleur par habitude. « Monsieur Bernard », une voix familière traîna. Grégoire Tournier Jr. à l'appareil. « Je crois que nous devons parler de cette situation malencontreuse concernant la fille Martin. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement qui profiterait à tout le monde. » Le visage de Sophie pâlit, mais l'expression d'Henri se durcit, empreinte de détermination. « Oui, monsieur Tournier, je crois que nous devons effectivement parler, mais pas d'un arrangement, de la vérité. » Le rire de Tournier, froid et creux, résonna à travers le haut-parleur. « La vérité? Attention à ce que vous souhaitez, vieil homme. Certaines vérités sont mieux laissées enterrer. Demandez-vous, êtes-vous vraiment prêt pour ce qui pourrait être révélé? L'est-on jamais ?» Alors que l'appel se terminait, Sophie et Henri échangèrent un regard. Les enjeux venaient soudainement de monter d'un cran, et ils savaient tous deux qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Dehors, la pluie continuait de tomber sur une ville qui abritait des secrets prêts à être dévoilés, des secrets qui changeraient tout. Les 48 heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Le penthouse d'Henri avait été transformé en centre de commandement, avec Marguerite coordonnant une équipe d'avocats et d'enquêteurs, tandis que Sophie examinait de vieux documents, son œil de littéraire pour les détails s'avérant inestimable pour relier des informations apparemment sans rapport. Henri l'observait depuis l'embrasure de son bureau, notant comment elle s'était adaptée à ce nouvel environnement sans perdre la dignité tranquille qui avait d'abord attiré son attention. Elle avait accepté des vêtements de rechange de Marguerite, mais gardait toujours le livre de sa mère à proximité, comme si c'était une encre à son vrai moi dans ces eaux tumultueuses. « Sophie » appela-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. « Pourrais-tu me rejoindre un instant? Il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. » Elle leva les yeux de la pile de papier qu'elle examinait, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. En le suivant dans son bureau, elle remarqua une série de dessins architecturaux étalés sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, se penchant pour examiner les plans détaillés. « Ça », dit Henri, ses yeux s'illuminant de détermination. « C'est ce dont je voulais te parler. C'est une proposition pour la Fondation Bernard, une nouvelle organisation caritative que je suis en train de créer. Mais ce n'est pas juste une autre fondation d'entreprise. Ce sera quelque chose de différent. » Sophie étudia les plans, d'un de plus près, notant les spécifications détaillées pour des installations éducatives, des centres de formation professionnelle et des logements de transition. « C'est complet. »« Il faut que ça le soit, » répondit Henri, lui tirant une chaise, « parce que je veux que tu en prennes la direction. » Sophie releva brusquement la tête, ses yeux écarquillés de surprise. « Moi? Mais je suis... »
Tu es exactement ce dont cette fondation a besoin, interrompit Henri doucement. Tu comprends les deux mondes, la salle de réunion d'entreprise grâce à ton père et la rue grâce à ta propre expérience. Tu as l'éducation, la compassion et surtout l'intégrité pour faire fonctionner tout cela. Mais ton conseil d'administration, les médias, ils pensent déjà que je te manipule. Cela ne ferait qu'empirer les choses. L'expression d'Henri devint sérieuse. Sophie, ce que nous avons découvert sur la fusion Tournier va au-delà de la malversation d'entreprise. Les sociétés écrans, les comptes cachés, ils utilisaient ces structures pour exploiter des personnes vulnérables, les mêmes personnes que cette fondation vise à aider. Dubois et Tournier Jr. ne cachaient pas seulement des irrégularités financières, ils cachaient des coups humains. Un coup à la porte les interrompit. Marguerite entra, son visage habituellement composé montrant des signes d'excitation. « Monsieur, vous devez voir ça. Nos enquêteurs ont trouvé quelque chose dans les anciens dossiers de solutions technologiques Tournier, quelque chose à propos d'un projet appelé Initiative Phénix. » Le visage de Sophie devint pâle. « Initiative Phénix ? C'est ce que papa a mentionné dans sa dernière note, celle qu'il a laissée avant de disparaître. » Henri prit le dossier des mains de Marguerite, le parcourant rapidement. Son expression s'assombrit. « C'est plus profond que nous ne le pensions. L'initiative ne se contentait pas de dissimuler des transactions financières. Elle visait à exploiter systématiquement les failles réglementaires pour tirer profit des projets de développement urbain. Il poussait délibérément les gens à la rue pour acquérir des propriétés à bas prix. Et mon père a découvert cela, murmura Sophie, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. C'est pour ça qu'ils ont dû le discréditer. Ils ne pouvaient pas risquer que quelqu'un de sa réputation expose leur plan. Le téléphone d'Henri vibra. Un autre message de Grégoire Tournier Jr. Le texte était simple mais glaçant. « Dernière chance, Bernard. Laisse tomber ou tout brûlera ?» Sophie lut le message par-dessus son épaule et se redressa, une nouvelle détermination dans les yeux. « Je vais le faire, » dit-elle fermement. « Faire quoi ? Diriger la fondation, mais pas seulement comme une organisation caritative, comme une plateforme pour dénoncer et combattre ce genre d'exploitation corporative. Nous aiderons les gens à reconstruire leur vie tout en travaillant à empêcher que d'autres subissent le même sort. » Henri sourit, mais son sourire était teinté d'inquiétude. « Tu comprends ce que tu entreprends. Tournier et ses alliés ne vont pas nous faciliter la tâche. » Sophie prit le livre de sa mère là où elle l'avait posé en entrant dans le bureau. L'ouvrant à la dédicace, elle lut à voix haute « Que ces mots éclairent ton chemin quand l'obscurité tombera. Maman savait qu'il y aurait des moments sombres, mais elle m'a aussi appris que la seule façon de traverser l'obscurité est de devenir une lumière pour les autres. » Henri hocha la tête, ressentant un curieux mélange de fierté et d'inquiétude protectrice. « Alors nous l'annoncerons demain. Mais d'abord, il y a autre chose que tu devrais savoir. » Il hésita, sa main se portant inconsciemment à sa poitrine. « Mon problème cardiaque, il est plus grave que je ne l'ai laissé entendre. Les médecins disent... » « Non, » l'interrompit Sophie, sa voix douce mais ferme. « Quel que soit le temps qu'il nous reste, il suffira pour commencer cela, pour le rendre réel, pour que cela compte. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant la ville, aucun d'eux n'aurait pu deviner à quel point leur annonce allait ébranler les fondements du monde corporatif parisien, ni combien de vies seraient transformées par ce qu'ils s'apprêtaient à construire. La pluie avait enfin cessé, et le soleil couchant perça à travers les nuages, peignant le ciel de nuances d'espoir. Pendant ce temps, dans un bureau luxueux de l'autre côté de la ville, Grégoire Tournier Jr. a reçu un appel urgent. « Monsieur !» La voix de son assistante tremblait légèrement. « Nous avons découvert quelque chose à propos de David Martin. Il est en vie et il a rassemblé des preuves tout ce temps. » Le visage de Tournier se déforma de rage alors qu'il raccrochait violemment le téléphone. Le jeu changeait et les joueurs n'étaient plus ceux qu'ils semblaient être. La véritable bataille était sur le point de commencer. La salle de conférence de presse de la Tour Lafayette bruissait d'anticipation. Des journalistes de tous les grands médias de Paris remplissèrent l'espace, leurs caméras et micros, prêts à capturer ce que le bureau d'Henri Bernard avait décrit de manière cryptique comme une annonce transformative. Dans la salle d'attente, Sophie se tenait devant un miroir, se reconnaissant à peine dans l'élégant costume anthracite
que Marguerite l'avait aidé à choisir. « Souviens-toi, dit Henri en ajustant sa cravate à côté d'elle. Tu n'as pas à partager de détails personnels si tu n'es pas à l'aise. La mission de la Fondation peut parler d'elle-même. » Sophie hocha la tête, touchant le livre de sa mère dans la poche de sa veste pour se rassurer. « Je sais. Mais mon histoire, l'histoire de mon père, fait partie de ce qui rend cela important. Nous ne créons pas juste une autre association. Nous essayons de changer le système qui crée ces problèmes en premier lieu. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, Marguerite entra en trombe, son visage rouge d'excitation. « Tu dois voir ça, dit-elle en brandissant sa tablette. L'écran affichait un nouvel email provenant d'une adresse anonyme. L'objet indiquait « Initiative Phoenix, documentation complète ». Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle ouvrait la pièce jointe. À l'intérieur se trouvait une collection méticuleusement organisée de documents, de tableurs et de photographies, tous détaillant les pratiques corrompues de solutions technologiques Tournier. Et au bas, un simple message. « La vérité ne peut rester enterrée éternellement. DM. DM, murmura Henri. David Martin, ton père. Il est en vie, chuchota Sophie, la voix chargée d'émotion. Tout ce temps, il a rassemblé des preuves, construit un dossier. Un coup sec à la porte les interrompit. 2 minutes avant le direct, cria le régisseur. Henri posa une main rassurante sur l'épaule de Sophie. Nous n'avons pas à faire ça aujourd'hui. Si tu as besoin de temps pour digérer tout ça... Sophie se redressa, ses yeux verts brillants de détermination. Non, c'est exactement pour cela que nous devons le faire aujourd'hui. Papa n'a pas passé 3 ans à rassembler des preuves pour que nous hésitions maintenant. La Fondation peut être la plateforme dont nous avons besoin pour tout révéler. Ils marchèrent ensemble vers le podium, les flashs des caméras s'intensifiant à leur apparition. Sophie ressentit un instant de vertige, se rappelant comment, quelques semaines auparavant, elle était invisible aux yeux de ces mêmes personnes qui la croisaient rapidement dans la rue. Maintenant, tous, les regards dans la salle étaient braqués sur elle. Henri s'avança le premier vers le micro. « Bonjour, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui marque non seulement un nouveau chapitre pour les industries Bernard, mais aussi un changement fondamental dans notre vision de la responsabilité sociale des entreprises et de la justice sociale. Je suis ici pour annoncer la création de la Fondation Bernard, mais surtout pour vous présenter sa directrice exécutive, une personne qui incarne tout ce que cette fondation représente, Madame Sophie Martin. » Alors que Sophie prenait place au podium, un murmure parcourut la foule. Beaucoup la reconnaissaient des récents articles de presse à sensation, mais sa présence calme et son regard clair défiaient leurs préjugés. « Il y a 3 ans, commença-t-elle d'une voix ferme, j'étais étudiante à la Sorbonne, avec des rêves de changer le monde à travers la littérature. Aujourd'hui, je me tiens devant vous après avoir vécu une éducation bien différente. Une éducation qui m'a appris à quel point la frontière est mince entre stabilité et crise, entre visibilité et invisibilité dans notre société. » Elle marqua une pause, sa main touchant le livre dans sa poche. La Fondation Bernard n'est pas simplement une autre organisation caritative, c'est un engagement envers un changement systémique. Nous apporterons un soutien immédiat à ceux qui en ont besoin. Logement, éducation, formation professionnelle. Mais nous travaillerons également à exposer et à transformer les pratiques des entreprises qui, bien souvent, créent ces besoins en premier lieu. La salle s'emplit de questions, mais une voix domina le chaos. « Madame Martin, est-il vrai que votre père était impliqué dans le scandale de la fusion Tournier? Utilisez-vous ce poste pour poursuivre une vendetta personnelle ?» Sophie croisa calmement le regard du journaliste. « Mon père, David Martin, était un homme intègre qui a tenté de révéler les malversations des entreprises et en a payé le prix fort. Aujourd'hui, nous annonçons que la première initiative de la Fondation Bernard sera une enquête complète sur l'initiative Phoenix et son impact sur les communautés urbaines. » La salle explosa en activité. À l'arrière, un homme grand en costume sombre sortit discrètement, sortant son téléphone en marchant. « Monsieur Tournier, vous devez voir ça, ils vont tout rendre public. » Pendant ce temps, dans un petit appartement à Montreuil, David Martin regardait la conférence de presse sur son ordinateur portable, les larmes coulant sur son visage, en voyant sa fille se tenir forte devant le monde. Sur son bureau se trouvaient les dernières pièces de preuves qu'il avait passé 3 ans à rassembler. Des preuves qui garantiraient que la vérité ne pourrait plus être niée. Il prit son téléphone,
regardant le message qu'il avait rédigé mais pas encore envoyé à la ligne d'assistance anonyme que la Fondation venait d'annoncer. « Je suis prêt à rentrer à la maison. » De retour à la conférence de presse, Sophie sentit une légère vibration provenant de son téléphone. Elle baissa les yeux pour voir une notification du nouveau système de dénonciation de la Fondation. Son cœur manqua un battement en lisant le message, mais sa voix resta ferme alors qu'elle continuait à s'adresser aux médias. Henri, debout à ses côtés, remarqua le léger tremblement de sa main et se rapprocha imperceptiblement, lui offrant son soutien silencieux. Ils savaient tous deux que ce qu'ils avaient lancé aujourd'hui rencontrerait une opposition puissante. Grégoire Tournier Jr. et ses alliés ne se laisseraient pas faire sans combattre. Mais pour la première fois en 3 ans, Sophie ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. La certitude que la justice, bien que retardée, était enfin à portée de main. Alors que les questions continuaient, Marguerite se faufila à travers la foule vers eux, le visage grave. « Monsieur, » murmura-t-elle à Henri, « le conseil d'administration exige une réunion d'urgence. Et il y a autre chose. » Grégoire Tournier. Charmander vient d'annoncer une offre de rachat hostile pour Industrie Bernard. Le jeu entrait dans sa phase finale et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Les suites de la conférence de presse transformèrent la Tour Lafayette en une forteresse assiégée. Les équipes de sécurité patrouillaient dans les couloirs, tandis que les avocats et les spécialistes en relations publiques se réunissaient dans les salles de conférence, élaborant des stratégies pour répondre à l'offre de rachat de Tournier. Dans le bureau privé d'Henri, Sophie était assise tranquillement, relisant le message de son père. « J'ai organisé un endroit sûr, » dit Henri en terminant un appel avec son équipe de sécurité. « Une résidence privée en dehors de la ville. Vous y serez en sécurité jusqu'à ce que nous puissions vérifier. »« Non, » l'interrompit Sophie avec fermeté. « Je ne me cacherai pas. Plus maintenant. Pas quand nous sommes si près de la vérité. » Henri étudia son visage, y voyant la même détermination qu'il avait admirée chez son père. Sophie Tournier Jr. est désespérée. Les gens désespérés sont dangereux. Votre père a clairement passé des années à couvrir ses traces pour une raison. Et maintenant, il est prêt à se manifester, rétorqua-t-elle, se levant pour arpenter la pièce. L'annonce de la Fondation a forcé la main de Tournier. C'est pourquoi il tente ce rachat. Il essaie de nous réduire au silence avant que papa ne puisse présenter ses preuves. Marguerite entra avec une pile de rapports financiers. La réunion du conseil est prévue pour demain matin. La plupart des membres arrivent ce soir. Elle hésita puis ajouta « Monsieur, il y a autre chose. Nous avons trouvé des irrégularités dans les transactions récentes des actions de l'entreprise. De gros blocs d'actions achetés par des sociétés écrans. On dirait que Tournier planifiait cela depuis des mois. » Le visage d'Henri s'assombrit. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait pour mon problème cardiaque avant que cela ne devienne public. Il se prépare pour ça depuis. Il s'interrompit, portant une main à sa poitrine. Henri, Sophie se précipita à ses côtés, l'aidant à s'asseoir. Marguerite, ses médicaments. Je vais bien. Henri les écarta d'un geste, bien que son visage soit pâle. Juste un rappel que nous travaillons contre plusieurs horloges, ici. Sophie s'agenouilla près de sa chaise, la voix pressante. Alors, laisse-moi rencontrer mon père, ce soir. Les preuves qu'il a pourraient arrêter la prise de contrôle et tout révéler. C'est trop risqué, commença Henri, mais Sophie sortit le livre de sa mère. Maman disait que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. Elle ouvrit le livre à une page cornée. Regarde ça. Ce n'est pas que de la poésie, mais il y a des notes dans les marges, des codes. Papa et maman, ils avaient un système. C'est comme ça qu'ils communiquent, en utilisant des références à des poèmes que nous connaissions tous les deux. Je sais où il veut nous rencontrer. Henri étudia le livre, puis le visage de Sophie, y voyant non seulement la détermination de David, mais aussi la sagesse qu'il avait attirée vers elle dès le début. Finalement, il hocha la tête. Marguerite, contactez l'inspecteur Chen du 15e arrondissement. Nous aurons besoin d'une couverture en qui nous pouvons avoir confiance. Alors que Marguerite se dépêchait de sortir, le téléphone d'Henri vibra avec un message. Grégoire Tournier Jr. Dernière chance, vieil homme. Cède le contrôle discrètement et tout cela disparaîtra. Combat-moi et j'ensevelirai tout, y compris la petite fille de David Martin. Sophie lut le message par-dessus l'épaule. d'Henri et sourit sombrement. Il a peur. Il sait que les preuves de papa pourraient le détruire.
Monsieur, Marguerite revint, l'air inquiet. L'inspecteur Chen dit qu'il y a quelque chose que vous devez tous les deux voir. Des images de sécurité datant d'il y a 3 ans, la nuit où David Martin a disparu. On le voit entrer dans une installation de solutions technologiques Tournier, mais il n'y a aucune trace de sa sortie. Le visage de Sophie pâlit, mais sa voix resta ferme. Alors il est encore plus important que nous le rencontrions ce soir. Quoi qu'il se soit passé dans cette installation, quoi qu'il ait découvert, c'est de cela qu'il s'agit. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Paris, Sophie et Henri firent leurs préparatifs. L'inspecteur Chen positionna les officiers en civil autour du lieu de rendez-vous désigné, la même bibliothèque où Sophie avait passé tant d'heures durant son temps dans la rue. Henri insista pour l'accompagner, malgré les avertissements de son médecin concernant le stress. « Ton père était bien plus qu'un employé pour moi », expliqua-t-il tandis qu'ils traversèrent la ville qui s'assombrissait. « Quand j'ai créé cette entreprise, David était l'un des premiers à croire en ma vision. Il m'a fait confiance pour construire quelque chose de significatif. Je l'ai déjà trahi une fois. Je ne le trahirai pas, ni toi, une seconde fois. » Sophie serra le livre de sa mère, ses pages contenant non seulement de la poésie, mais aussi un code qui avait gardé l'espoir vivant pendant 3 ans. Alors qu'ils approchèrent de la bibliothèque, elle aperçut une silhouette familière dans l'ombre, plus âgée, plus grisonnante, mais indéniablement celle de son père. Le temps sembla ralentir lorsqu'elle sortit de la voiture. 3 années de questions, de pertes, de luttes, tout menait à ce moment. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un mouvement attira son regard, des silhouettes sombres émergeant des véhicules proches. « Ah, Sophie, baisse-toi !» La voix d'Henri traversa la nuit alors que le chaos éclatait autour d'eux. Les officiers de l'inspecteur Chen intervinrent, interceptant les hommes de Tournier. Dans la confusion, Sophie sentit une main saisir la sienne, celle de son père, toujours familière après toutes ces années. « Viens avec moi, dit David Martin avec urgence. Il y a quelque chose que vous devez voir tous les deux. Quelque chose qui mettra fin à tout cela une fois pour toutes. » Alors qu'ils se précipitaient vers l'entrée arrière de la bibliothèque, Sophie tenant fermement la main de son père et Henri suivant de près, aucun d'eux ne remarqua la petite lumière rouge clignotant sur l'appareil dissimulé sous l'un des plus anciens catalogues de la bibliothèque, une dernière assurance dans le jeu désespéré de Tournier. Les archives du sous-sol de la bibliothèque sentaient le vieux papier et les secrets oubliés. David Martin se déplaçait avec une efficacité rodée à travers le labyrinthe d'étagères, conduisant Sophie et Henri vers un coin isolé où un vieux lecteur de microfilm était recouvert de poussière. Ses mains, remarqua Sophie, étaient marquées de petites brûlures, des preuves de ce qu'il avait enduré pendant ces années de clandestinité. « Papa, murmura-t-elle, ayant encore du mal à croire qu'il était réel. Tout ce temps. Je suis tellement désolé. Ma chérie, la voix de David tremblait d'émotion. Te quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais après ce qui s'est passé à l'installation de Tournier cette nuit-là, je savais que la seule façon de te protéger était de disparaître pour rassembler des preuves qu'il ne pourrait pas enterrer ou détruire. Henri s'appuya contre une étagère, son visage pâle dans la faible lumière. « Que as-tu trouvé, David? Qu'est-ce qui valait la peine d'abandonner tout cela ?» David sortit un petit ordinateur portable de son sac usé. L'initiative Phoenix ne concernait pas seulement la manipulation immobilière, ce n'était que la surface. Ses doigts volèrent sur le clavier, affichant des documents, des photographies et des tableurs. Solutions technologiques. Tournier développait des systèmes automatisés, des algorithmes conçus pour identifier les communautés vulnérables, prédire les crises économiques et les exploiter pour en tirer profit. Sophie se pencha plus près de l'écran, son œil de littéraire repérant des motifs dans les données. « Il créait des crises artificielles », murmura-t-elle, manipulant les marchés, poussant les gens à la rue. « Pas seulement les pousser vers l'itinérance », corrigea David sombrement. Ils utilisèrent la population déplacée comme sujet de test pour d'autres projets. Essais médicaux, études psychologiques, tout cela sans consentement ni supervision. Le nom Phénix ne faisait pas référence à une résurrection, il s'agissait de créer les conditions de leurs expériences à partir des cendres de communautés détruites. La main d'Henri se porta à sa poitrine, son visage s'assombrissant de colère. « Mon entreprise, mon nom a été utilisé pour ça ?»
On vous a volontairement tenu dans l'ignorance, l'assura David. Grégoire Tournier Jr. et ses alliés avaient mis en place un système complexe de sociétés écran et de documents falsifiés. La nuit où j'ai disparu, j'ai découvert leur base de données centrale. J'ai réussi à tout télécharger, mais ils m'ont surpris en flagrant délit. La seule raison pour laquelle je me suis échappé, c'est grâce à un garde de sécurité compatissant qui... Sa voix s'éteignit, une douleur traversant ses traits. Sophie toucha doucement son bras. « Qu'est-il arrivé au garde, papa ?» Il m'a aidé à m'échapper, mais a payé un prix terrible pour sa gentillesse. Ils se sont assurés qu'il ne travaillerait plus jamais dans la sécurité. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, il vivait dans la rue, une autre victime de leur système. La voix de David était lourde de culpabilité. J'ai passé les 3 dernières années non seulement à rassembler des preuves, mais aussi à construire un réseau de leurs victimes, en créant une base de données sécurisée qu'ils ne peuvent pas effacer ou discréditer. Un bruit léger les fit tous sursauter. Des pas résonnaient quelque part dans le dédale d'étagères. « La police a sécurisé le périmètre », chuchota Henri, mais David secouait déjà la tête. « Il y a d'autres moyens d'entrer dans ces archives. » De vieux tunnels de maintenance qui n'apparaissent sur aucun plan récent. Je les ai tous cartographiés pendant mes recherches. Il commença rapidement à rassembler son équipement. « Nous devons bouger. Il y a une dernière preuve que vous devez voir, mais pas ici. » Sophie aida son père à faire ses affaires pendant qu'Henry passait un appel discret à l'inspecteur Chen. Alors qu'il se préparait à partir, Sophie remarqua quelque chose d'étrange sur le lecteur de microfilm, une petite lumière rouge clignotant en dessous qui n'était pas là auparavant. « Papa !» dit-elle avec urgence en montrant la lumière. Les yeux de David s'écarquillèrent, reconnaissant immédiatement le danger. Tout le monde dehors, maintenant. Ils se précipitèrent à travers les étagères sombres, tandis qu'un gémissement aigu emplissait l'air. Derrière eux, le bruit des pas se rapprochait. Ils atteignirent une lourde porte métallique, juste au moment où des cris résonnaient dans les archives. « Par ici !» dit David, ouvrant la porte pour révéler un étroit tunnel de maintenance. Il mène à une ancienne salle de maintenance du métro. La preuve finale est cachée là-bas. Alors qu'ils se précipitèrent dans le tunnel, Sophie soutenant, Henri qui avait du mal à suivre, elle se tourna vers son père. « Qu'est-ce que c'est? Quelle preuve pourrait valoir tout ça ?» Le visage de David était sombre sous la faible lumière d'urgence. La preuve que Tournier Jr. n'a pas seulement exploité des populations vulnérables, il les a délibérément créées. Et Henri, ton problème cardiaque, il n'est peut-être pas aussi naturel que tes médecins le pensent. Henri s'arrêta, net, respirant par à-coups. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Solutions technologiques Tournier n'était pas seulement une arnaque immobilière. Ils avaient une division biotech travaillant sur des composés indétectables qui pouvaient imiter des problèmes cardiaques naturels. Quand tu as commencé à poser des questions sur certains schémas d'investissement l'année dernière, un bruit sourd résonna dans le tunnel derrière eux, suivi du bruit de pas précipités. David les poussa rapidement en avant. La salle. De maintenant, c'est juste devant. Tout ce que tu as besoin de savoir est là, y compris. Il fut interrompu par une soudaine lumière venant de devant, des torches balayant le tunnel depuis l'autre direction. Ils étaient appris en tenaille entre 2 groupes de poursuivants. Sophie sentit son père lui glisser quelque chose dans la main. Une petite clé USB. « Tout est là », murmura-t-il. « Toutes les preuves, tous les noms, y compris le médecin qui a lentement empoisonné Henri. » Henri s'appuya lourdement contre le mur du tunnel, son visage livide. « Tout ce temps ? Papa, nous devons emmener Henri à l'hôpital, » dit Sophie avec urgence, voyant à quel point l'homme âgé luttait. David hocha la tête, puis se tourna vers une section du mur du tunnel qui semblait légèrement différente du reste. « Il y a une autre sortie, une ancienne issue de secours, mais nous devons nous dépêcher. » Alors que David s'efforçait d'ouvrir la sortie cachée, Sophie serra fermement la clé USB et le livre de sa mère. Dans ces pages, il n'y avait pas seulement des poèmes et des codes, mais une carte vers la vérité, une vérité qui émergeait. Enfin, les pas se rapprochèrent des 2 côtés. David parvint enfin à ouvrir le panneau de sortie, révélant un passage étroit vers le haut. « Vite !» insista-t-il. « Ce qu'il y a sur cette clé USB fera tomber toute leur opération. Mais d'abord, nous devons amener Henri à quelqu'un qui pourra inverser ce qu'ils lui ont fait. » Alors qu'ils commençaient leur ascension, Sophie entendit son père murmurer quelque chose qui lui glaça le sang. « Et nous devons nous dépêcher.
Parce que si j'ai raison, Tournier Jr. n'essaie pas seulement de prendre le contrôle de l'entreprise, il essaie d'éliminer toute chance qu'Henry se rétablisse suffisamment pour riposter. Le bruit de la poursuite devenait de plus en plus fort, alors qu'ils grimpaient vers ce qu'ils espéraient être un endroit sûr, chaque pas étant une course contre leurs poursuivants et contre le poison qui se propageait lentement dans le système d'Henry. La vérité était enfin à leur portée, mais l'atteindre nécessiterait de survivre aux prochaines heures, des heures qui mettraient à l'épreuve chaque lien de loyauté, d'amour et de courage qu'ils possédaient. La sortie de secours débouchait dans une salle de maintenance abandonnée du métro. Ses murs recouverts de plans utilitaires, vieux de plusieurs décennies, et d'avertissements de sécurité délavés. Henry s'affaissa contre un panneau de contrôle rouillé, sa respiration de plus en plus laborieuse. Sophie le soutenait tandis que David sécurisait la sortie derrière eux. « Il faut l'emmener chez le docteur Elena Rodriguez », dit David avec urgence, sortant un vieux téléphone à clapet, le genre qui ne pouvait pas être facilement tracé. Elle documente des cas comme celui d'Henry depuis des années, travaillant à développer des antidotes. Elle fait partie du réseau que j'ai construit. Sophie maintenait Henry stable pendant que son père passait l'appel. Le visage de l'homme, plus âgé, était pâle et tiré, mais ses yeux restaient vifs et concentrés. « Sophie, murmura-t-il, quoi qu'il arrive, tu dois amener cette clé à la fondation. Les preuves qu'elle contient. Rien ne t'arrivera, l'interrompit-elle fermement. Nous allons tous nous en sortir ensemble. David termina son appel, son expression tendue mais pleine d'espoir. Elena nous retrouvera dans une clinique privée à Montreuil. Elle prépare déjà le traitement en fonction de ce que je lui ai envoyé sur les symptômes d'Henry. Mais nous devons agir vite. Les hommes de Tournier vont vérifier tous les hôpitaux. Un bruit sourd résonna dans le tunnel en dessous, suivi de cris. David les guida rapidement vers une autre porte, celle-ci menant à un dédale de couloir de maintenance. Alors qu'ils avançaient aussi vite que l'état d'Henry le permettait, l'esprit de Sophie parcourait tout ce qu'ils avaient appris. « L'annonce de la fondation », dit-elle soudainement. « C'est ce qui les a forcés à agir, n'est-ce pas? Ils empoisonnaient lentement Henry, prévoyant de prendre le contrôle après que son état se serait naturellement détérioré. Mais quand? Nous avons annoncé l'enquête sur l'initiative Phoenix. Ils ont dû accélérer leur calendrier, confirma David. L'offre hostile de rachat était un acte de désespoir. Ils savaient qu'une fois que la fondation commencerait son travail, il ne serait qu'une question de temps avant que quelqu'un fasse le lien. Henry trébucha, et Sophie le rattrapa avant qu'il ne tombe. « Reste avec nous », l'encouragea-t-elle. « Nous y sommes presque. » « Sophie ?» La voix d'Henry était faible mais déterminée. « Dans mon bureau, derrière le monnaie, des documents transférant le contrôle de l'entreprise à toi. Marguerite sait, il ne manque que ma signature. Garde tes forces, dit-elle fermement. Tu vas signer ces documents toi-même après que le docteur Rodriguez t'aura soigné. » David les guida à travers une dernière porte et monta un escalier étroit. Ils ont émergé dans une ruelle derrière une vieille salle de boxe où un fourgon banal les attendait. Au volant se trouvait une femme aux cheveux striés d'argent et aux yeux sombres et vifs, docteur Elena Rodriguez. « Vite !» appela-t-elle, en ouvrant grand la porte latérale du fourgon. « J'ai préparé le traitement initial, mais nous devons l'emmener à la clinique pour le protocole complet. » Ils aidèrent Henry à monter dans le fourgon où Elena commença immédiatement à vérifier ses signes vitaux et à préparer une injection. « Cela aidera à contrer les effets immédiats, » expliqua-t-elle en désinfectant son bras. « Mais la désintoxication complète prendra du temps. » Pendant qu'Elena travaillait, David montait la garde tandis que Sophie tenait la main d'Henry. « Ces poèmes que tu lisais devant mon immeuble, » murmura Henry doucement. « Ce n'étaient pas des choix. Aléatoires, n'est-ce pas ?» Sophie sourit, serrant sa main. « Papa m'a aidé à les choisir. Chacun contenait des messages codés sur ce qu'il avait découvert. Nous savions que tu finirais par me remarquer. Ta routine matinale était très prévisible. Tout ce temps... » La voix d'Henry s'éteignit alors que le traitement d'Elena commençait à faire effet. « Repose-toi maintenant, » conseilla Elena. « Les prochaines heures seront cruciales. » Alors qu'ils roulaient dans les rues de l'Aube, le téléphone de Sophie vibra avec un message de Marguerite. « Réunion du conseil dans 3 heures. Grégoire Tournier Jr. prétend avoir verrouillé les votes par procuration. Nous avons besoin d'Henry pour empêcher la prise de contrôle. » David lut le message par-dessus son épaule et échangea un regard significatif avec Elena.
Le traitement initial aidera, dit prudemment la docteure, mais il ne sera pas assez fort pour une réunion du conseil. Pas avant au moins 24. Sophie regarda la clé USB que son père lui avait donnée, puis le livre de sa mère, et enfin le visage pâle d'Henri. Un plan commença à se former dans son esprit. « Nous n'avons pas besoin d'Henri à la réunion du conseil, » dit-elle lentement. « Nous devons juste leur montrer la vérité. » « Sophie, » avertit son père, « si nous révélons les preuves trop tôt, avant de pouvoir protéger tous les témoins. »« Pas tout, » précisa-t-elle. « Juste assez pour arrêter la prise de contrôle, pour nous donner du temps pour faire ça correctement. » Elle se tourna vers Elena. « Combien de temps te faudra-t-il pour préparer un rapport préliminaire sur ce bi? »« Qu'ils ont fait à Henri? Quelque chose qui tiendrait face au conseil ?» Elena hocha pensivement la tête. « Je documente des cas similaires depuis des années. Avec les données sur cette clé, donne-moi 2 heures. » Sophie commença à taper une réponse à Marguerite, son visage empreint de détermination. « Dis au conseil qu'Henri sera là, et assure-toi que chaque grand média a un reporter présent. » David étudia le visage de sa fille, y voyant la même force tranquille qu'il avait tant aimée chez sa mère. « Qu'est-ce que tu prépares? »« Tu as passé 3 ans à rassembler des preuves, ma papa, à construire un réseau de témoins. Maintenant, il est temps de les utiliser. » Elle regarda Henri qui avait finalement sombré dans un sommeil agité. « Ils ont essayé de nous prendre tout ce que nous avions, son entreprise, ta réputation, mon avenir, mais ils n'ont pas prévu. »« Une chose. »« Quoi donc ?» demanda Elena, préparant une autre injection. Sophie sortit le livre de sa mère, l'ouvrant à la dédicace qu'elle avait lue tant de fois dans ses moments les plus sombres. Que parfois, le plus grand pouvoir vient du fait d'être sous-estimé, d'être invisible. Elle sourit avec amertume. Ils sont tellement concentrés sur Henri qu'ils ont oublié la fille sans-abri qui a passé 3 ans à observer et à apprendre dans les rues, la fille qui n'a plus rien à perdre. Le van tourna dans une rue calme de Montreuil alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer le ciel. Dans quelques heures, le conseil d'administration des Industries Bernard se réunirait pour décider du sort de l'entreprise. Mais Sophie Martin, la fille de son père à plus d'un titre que quiconque aurait pu deviner, était sur le point de leur montrer que certains héritages vont bien plus loin que l'argent ou le pouvoir. Au loin, les sirènes de police retentissaient et le téléphone de Sophie vibra avec un nouveau message. Celui-ci de l'inspecteur Chen, Tournier Junior en mouvement. Se dirige tôt vers la tour Lafayette. Quoi que tu prépares, fais-le vite. La course contre la montre avait commencé. La salle du Conseil des Industries Bernard bourdonnait de tension alors que l'aube se levait sur Paris. Les membres du Conseil, vêtus de costumes coûteux, murmuraient entre eux, leur conversation mêlant inquiétude et spéculation sur l'absence d'Henri. À la tête de la longue table en acajou, Grégoire Tournier Jr. était assis, affichant un triomphe à peine dissimulé, vérifiant occasionnellement son téléphone pour des mises à jour. Marguerite se tenait à l'entrée de la salle, son calme professionnel habituel, masquant une profonde inquiétude. Elle n'avait reçu aucune nouvelle de Sophie depuis le message cryptique concernant la présence d'Henri à la réunion. Les représentants de la presse financière rassemblés dans l'antichambre devenaient de plus en plus agités, leur présence étant un coût calculé qui semblait maintenant être un risque potentiel. L'ascenseur sonna et toutes les têtes se tournèrent avec attente. Mais au lieu d'Henri Bernard, ce fut Sophie Martin qui entra, portant encore le même costume que lors de l'annonce de la fondation la veille. La clé USB de son père était bien rangée dans sa poche et le livre de Mindiza, sa mère fermement tenu dans ses mains. « Madame, Martin, déclara Tournier avec assurance en se levant, je crains que cette réunion du conseil ne soit fermée. Vos initiatives caritatives, bien qu'admirables, ne vous donnent pas accès à cette salle. » Sophie soutint son regard sans fléchir. « En réalité, monsieur Tournier, j'ai parfaitement le droit d'être ici. » Elle fit un signe de tête à Marguerite, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. À partir de 6 heures ce matin, Henri Bernard m'a transféré la majorité des actions des Industries Bernard. La salle sombra dans le chaos. Le visage de Tournier vira au rouge foncé alors qu'il attrapait l'un des dossiers. « C'est absurde. Bernard n'a pas l'autorité de prendre une telle décision dans son état actuel. Son jugement est clairement altéré. »« Vraiment ?» La voix de Sophie domina le bruit. Elle sortit son téléphone et lança un message vidéo. Henri apparut sur l'écran principal de la salle, pâle mais les idées claires.
Au conseil d'administration des industries Bernard, commença-t-il. À présent, vous avez pris connaissance des documents transférant la majorité des actions à Sophie Martin. Ce que vous ignorez encore, c'est pourquoi cette décision n'est pas seulement judicieuse. Elle est vitale pour la survie de l'entreprise. Les membres du conseil écoutèrent, médusés tandis qu'Henri expliquait sa récente découverte concernant son état de santé. Le docteur Elena Rodriguez apparut ensuite à l'écran, présentant ses conclusions préliminaires sur l'empoisonnement systématique et son lien avec les solutions technologiques Tournier. « C'est ridicule », balbutia Tournier. « Des accusations, infondées d'un médecin discrédité et d'un homme dont les problèmes de santé ont clairement affecté son état mental. »« Discrédité ?» La voix de Sophie était calme mais portait jusqu'au fond de la salle. Elle ouvrit le livre de sa mère et en sortit une série de photographies. « Comme mon père a été discrédité. Ces photos ont été prises à l'intérieur des installations des solutions technologiques Tournier. Elles montrent exactement ce qui est arrivé à ceux qui ont découvert la vérité sur l'initiative Phoenix. » Elle posa les photos sur la table une à une. Les membres du conseil eurent un mouvement de recul devant les images de laboratoires secrets, de documents détaillant des essais médicaux illégaux et des preuves de l'exploitation systématique de populations vulnérables. « Tu ne comprends pas à qui tu as affaire, petite fille », gronda Tournier, son vernis poli se fissurant. « Ton père aurait dû t'apprendre le prix à payer pour défier les mauvaises personnes. »« Mon père m'a appris que la vérité finit toujours par éclater, » répondit Sophie. Elle se tourna vers les membres du conseil. Il y a 3 ans, David Martin a découvert que les solutions technologiques Tournier n'étaient pas qu'un projet immobilier. C'était une couverture pour des expérimentations médicales illégales. Quand il a tenté de les dénoncer, ils ont détruit sa vie. Quand Henri Bernard a commencé à poser des questions, ils l'ont lentement empoisonné. Mais ils ont commis une erreur cruciale. « Et laquelle ?» ricana Tournier. Ils ont sous-estimé ce qu'une fille sans abri pouvait apprendre en restant assise dans les rues devant cet immeuble. Chaque conversation sur la place en bas, chaque réunion suspecte, chaque échange nocturne, j'ai tout vu. Et je n'étais pas la seule à observer. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent à nouveau. David Martin entra, suivi de l'inspecteur Chen et d'une équipe d'agents du FBI. Derrière eux défilait une foule, d'anciens employés, des résidents déplacés, des agents de sécurité et d'autres qui avaient été réduits au silence par l'organisation de Tournier. L'initiative Phoenix ne concernait pas seulement le profit, annonça David à l'assistance stupéfaite. Il s'agissait de le pouvoir de détruire des vies et de les reconstruire selon votre vision tordue. Mais vous avez oublié quelque chose de fondamental sur la nature humaine, Tournier. Parfois, les gens que vous essayez d'effacer deviennent ceux qui vous font tomber. Tournier se précipita vers son téléphone, mais l'inspecteur Chen fut plus rapide. Grégoire Tournier Jr., vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, tentative de meurtre et de nombreuses violations de la loi fédérale. Alors que les agents du FBI emmenaient Tournier, Sophie se tourna vers le conseil. « Mesdames et messieurs, vous avez un choix à faire. Les documents devant vous ne transfèrent pas seulement le contrôle de l'entreprise. Ils décrivent notre plan pour transformer les industries Bernard en une force de changement positif véritable. La fondation que nous avons annoncée hier n'est pas seulement une œuvre caritative, c'est le début d'une réforme corporative complète. Elle ouvrit une dernière fois le livre de sa mère, puisant de la force dans l'inscription familière. Mon père a passé 3 ans à rassembler des preuves et à construire un réseau de témoins. Henri Bernard a tout risqué pour protéger l'âme de son entreprise. Maintenant, c'est à vous de décider. Ferez-vous partie du problème ou de la solution? Les membres du conseil échangèrent des regards, puis la présidente se leva lentement. « Madame Martin, je crois parler au nom de la majorité en disant que nous avons hâte de travailler avec vous pour reconstruire l'héritage de cette entreprise. » Alors que la salle éclatait en applaudissements, Marguerite montra discrètement à Sophie un message sur son téléphone. L'état d'Henri se stabilise. Elena dit que le traitement fonctionne. Sophie sentit des larmes de soulagement monter, mais les retint. Il y aurait du temps pour les émotions plus tard. Pour l'instant, il y avait du travail à faire. La véritable transformation des industries Bernard ne faisait que commencer, et elle devait être forte pour ce qui allait suivre. Dehors, le soleil s'était levé sur Paris, sa lumière touchant l'endroit où quelques semaines auparavant,
une fille sans abri s'était assise pour lire de la poésie et rêver de justice. Parfois, songea Sophie, les changements les plus puissants commencent dans les endroits les plus improbables. 6 mois plus tard, le hall de la Tour Lafayette avait été transformé. Là où il y avait autrefois du marbre froid et des barrières de sécurité imposantes, se trouvait désormais un espace communautaire accueillant. La Fondation Bernard occupait tout le rez-de-chaussée, ses portes ouvertes à tous ceux qui cherchèrent de l'aide ou souhaitaient contribuer à sa mission. Sophie était assise dans ce qui avait été le bureau d'Henri, bien qu'elle l'ait redessiné pour le rendre plus accessible et moins intimidant. La vue sur la ville était la même, mais maintenant, elle y voyait l'avenir, un avenir que son père avait tout risqué pour rendre possible. Un coup à la porte attira son attention. Henri entra, paraissant en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. Le traitement du docteur Rodriguez avait été un succès, et avec l'arrêt de l'empoisonnement, sa vigueur naturelle était revenue. Bien qu'il ait démissionné de son poste de PDG, il restait un conseiller actif pour l'entreprise et la fondation. « Le premier groupe de logement est prêt », annonça-t-il en s'asseyant dans un fauteuil face à son bureau. 20 familles emménageront la semaine prochaine. Les programmes de formation professionnelle sont déjà complets et la clinique d'aide juridique a remporté son premier procès collectif contre des promoteurs prédateurs. Sophie sourit, touchant la couverture usée du livre de sa mère qui trônait désormais sur son bureau. Papa serait fier. Il est fier, corrigea Henri. Je viens de déjeuner avec lui. L'initiative éducative qu'il développe pour la fondation est révolutionnaire. Utiliser son background d'ingénieur pour créer des opportunités pour les autres, c'est exactement ce qu'il était destiné à faire. Sophie hocha la tête, pensant à la manière dont son père s'était plongé dans son nouveau rôle au sein de la fondation, transformant ses années de clandestinité en un plan pour un changement systémique. Le réseau de témoins et de survivants qu'il avait construit était devenu la colonne vertébrale de leur programme de sensibilisation communautaire. « As-tu vu les chiffres d'aujourd'hui » demanda-t-elle en ouvrant un rapport sur son ordinateur. L'action de l'entreprise a non seulement récupéré du scandale Tournier, mais atteint de nouveaux sommets. Il s'avère que les pratiques commerciales éthiques sont en fait bonnes pour les résultats. En parlant de Tournier, dit Henri, son expression s'assombrissant légèrement, le procureur a terminé sa phase initiale de découverte. Les preuves que ton père a rassemblées, l'ampleur de ce qu'il faisait, c'est encore pire que ce que nous pensions. Sophie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'endroit où elle s'asseyait autrefois pour lire. Un petit kiosque de bibliothèque s'y trouvait désormais, offrant des livres gratuits à tous ceux qui le souhaitaient. Parfois, je repense à ce premier jour où tu m'as parlé. Si tu ne t'étais pas arrêté, si je ne m'étais pas arrêté, quelqu'un d'autre l'aurait fait, dit Henri fermement. Tu n'as jamais été vraiment invisible, Sophie. Tu étais exactement là où tu devais être, accumulant de la force pour ce qui allait arriver. Une agitation à l'extérieur attira leur attention. À travers les murs de verre du bureau, ils virent un groupe d'enfants enthousiastes entrer dans l'espace de la fondation. C'était l'heure du programme périscolaire, l'une des nombreuses initiatives conçues pour briser le cycle de la pauvreté avant qu'il ne s'installe. « Madame Martin ?» Marguerite apparut à la porte. « L'équipe du documentaire est là. Ils sont prêts à commencer les interviews pour l'exposé de l'initiative Phoenix. » Sophie hocha la tête, rassemblant ses documents. Le documentaire raconterait toute l'histoire de ce qui s'était passé, s'assurant que la vérité ne puisse plus être enterrée. Mais plus important encore, cela montrerait aux autres que le changement était possible, que les systèmes d'exploitation pouvaient être transformés en force pour le bien. « Oh, et Sophie ?» ajouta Marguerite avec un sourire. « Il y a quelqu'un dans le hall que tu voudras peut-être rencontrer en premier. Une jeune femme. Elle est assise dehors à lire de la poésie depuis quelques jours. » Sophie et Henri échangèrent un regard entendu. « Dis à l'équipe du documentaire que je serai là dans un instant, » dit Sophie, en prenant le livre de sa mère. « Certaines conversations sont trop importantes pour être précipitées. » Alors qu'elle se dirigeait vers le hall, Sophie pensa à tous les rebondissements qui avaient mené à ce moment. La perte, la lutte, la découverte d'une force qu'elle ne savait même pas posséder. Mais surtout, elle pensa au pouvoir d'être sous-estimée. Comment parfois les personnes que la société ignore se révèlent être celles qui tiennent le stylo à la fin. Henri la regarda partir, la fierté évidente dans ses yeux. L'entreprise qu'il avait construite était désormais bien plus grande que ce qu'il avait jamais imaginé,
guidé par une jeune femme qui comprenait que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars mais en vies transformées. Dehors, la ville vibrait de son énergie habituelle, mais quelque chose avait changé. À l'ombre de la tour Lafayette, les gens ne passaient plus indifférents. Ils s'arrêtaient, se voyaient, s'entraidaient. De petits actes de gentillesse se propageaient, créant des motifs de changement qui allaient redéfinir le tissu même de la ville. Et quelque part dans ce motif en expansion, une nouvelle histoire commençait. Une histoire qui, comme les meilleures, débutait par quelqu'un qui s'arrêtait pour demander « Qu'est-ce que tu lis ?» Un an après la transformation des industries Bernard, Paris vivait des changements qui allaient bien au-delà du monde des entreprises. Les initiatives de la Fondation Bernard avaient créé un effet d'entraînement, incitant d'autres entreprises à réexaminer leurs pratiques et leur rôle dans la communauté. Sophie se tenait à la tribune du centre communautaire Bernard, récemment rénové, autrefois site d'une installation de solutions technologiques Tournier. L'ironie ne lui échappait pas, là où il y avait autrefois des laboratoires secrets, menant des expériences illégales, il y avait maintenant des salles de classe, des centres de formation professionnelle et des cliniques médicales au service des plus démunis. Il y a 1 an, déclara-t-elle à la foule rassemblée, nous avons fait la promesse de transformer non seulement une entreprise, mais aussi la manière dont les affaires interagissent avec la communauté. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que le modèle de la Fondation Bernard a été adopté par 12 autres grandes entreprises à travers le pays. Au premier rang, Henri rayonnait de fierté. Bien qu'il ait officiellement pris sa retraite des opérations quotidiennes, son mentorat avait été inestimable pour naviguer les défis de l'année écoulée. À ses côtés se trouvait David Martin, désormais directeur de l'innovation de la Fondation, son expertise en ingénierie se concentrant sur la création de solutions durables pour le développement communautaire. Mais les chiffres et les statistiques ne racontent pas la vraie histoire, poursuivit Sophie, désignant les personnes assises derrière elle sur scène. Ces diplômés de notre premier programme de formation complet le font. Il y a 1 an, beaucoup d'entre eux luttaient contre l'itinérance, tout comme moi. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement employés, ils sont des leaders à part entière, aidant les autres à briser le cycle de la pauvreté. Parmi ceux, assis sur scène, se trouvait François Chêne, le garde de sécurité qui avait aidé David à s'échapper des années auparavant. Après que la vérité ait éclaté, la Fondation l'avait aidé à reconstruire sa vie. Il dirigeait maintenant leur programme de formation en sécurité, offrant aux autres la même chance qu'il avait reçue. L'initiative Phoenix était fondée sur l'idée que les personnes vulnérables pouvaient être exploitées pour le profit, déclara Sophie, sa voix forte et claire. Nous avons prouvé que donner du pouvoir aux gens crée plus de valeur que leur exploitation ne le pourrait jamais. Le cours de l'action des industries Bernard a doublé depuis que nous avons mis en œuvre nos politiques axées sur la communauté. Nos taux de satisfaction des employés sont à un niveau record. Et surtout, nous avons aidé plus de 10 000 personnes à passer de la crise à la stabilité. Elle marqua une pause, touchant la reliure familière du livre de sa mère qu'elle gardait toujours avec elle lors des moments importants. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui uniquement pour célébrer nos succès. Nous sommes ici pour annoncer la prochaine phase de notre mission. L'écran derrière elle s'illumina avec des rendus architecturaux d'un nouveau projet. Le campus d'innovation Martin sera bien plus qu'un simple centre de formation. Ce sera un incubateur pour l'entreprise sociale, un centre de recherche pour les pratiques commerciales éthiques et un laboratoire vivant pour le développement axé sur la communauté. Et il sera construit sur le site de l'ancien siège de Solutions technologiques, Tournier, transformant un symbole d'exploitation en un phare d'espoir. Dans l'assistance, Marguerite essuya ses yeux avec un mouchoir. En tant que directrice des opérations de la Fondation, elle avait joué un rôle clé dans la réalisation de ces changements, ses compétences organisationnelles et sa connaissance institutionnelle s'étant avérées inestimables. Mais peut-être que l'annonce la plus importante aujourd'hui ne concerne pas des bâtiments ou des programmes, poursuivit Sophie, sa voix s'adoucissant d'émotion. Il s'agit du lancement de l'initiative de justice médicale Elena Rodriguez. Le docteur Rodriguez se leva sous les applaudissements enthousiastes. Son travail de révélation des expérimentations médicales avait conduit à des réformes révolutionnaires dans les tests pharmaceutiques et les pratiques de soins de santé en entreprise. Désormais, elle dirigerait un effort national pour garantir l'accès aux soins médicaux à tous,
indépendamment de leur statut économique. Il y a un an, je me tenais devant vous en tant que personne ayant vécu de plein fouet l'impact brutal de la cupidité des entreprises, déclara Sophie, son regard parcourant la foule. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que PDG des Industries Bernard ou directrice de la Fondation, mais en tant que personne ayant vu le pouvoir incroyable de la communauté pour guérir et transformer. Elle fit un geste vers une jeune femme au premier rang, la même qui lisait de la poésie devant le bâtiment il y a quelques mois. Le changement ne commence pas toujours dans les salles de réunion ou avec de grandes annonces. Parfois, il commence par une simple conversation, par une personne qui s'arrête pour vraiment voir une autre. La jeune femme sourit, serrant son livre usé. Elle faisait désormais partie de l'équipe de sensibilisation de la Fondation, utilisant son amour de la littérature pour se connecter avec ceux qui se sentaient invisibles. À l'avenir, nous ferons face à de nouveaux défis, reconnut Sophie. D'autres entreprises continuent de privilégier le profit au détriment des personnes. D'autres, Grégoire Tournier Jr., cherchent encore à exploiter plutôt qu'à autonomiser. Mais nous avons créé un modèle qui prouve qu'il existe une meilleure voie. Et nous avons construit une communauté suffisamment forte pour résister à ceux qui voudraient revenir aux anciennes méthodes. Henri se leva et se dirigea vers le podium. Bien qu'il ait insisté pour que Sophie prononce le discours principal, il avait quelque chose à ajouter. Quand j'ai vu Sophie lire devant notre bâtiment pour la première fois, j'étais au plus bas. Ma santé déclinait et je remettais tout en question. Ce que je ne réalisais pas, c'est que la réponse à mes questions était là, dans le courage d'une jeune femme qui refusait de laisser les circonstances la définir. Il se tourna vers Sophie, les yeux brillants d'émotion. « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie et mon entreprise. Tu nous as tous montré ce que cela signifie vraiment de construire quelque chose de significatif. Le nom Bernard représente désormais quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. » Alors que l'assistance se levait pour une ovation debout, Sophie sentit le poids du livre de sa mère entre ses mains. À l'intérieur, la dédicace qui l'avait guidée dans ses jours les plus sombres semblait désormais prendre un nouveau sens. Que ces mots éclairent ton chemin lorsque l'obscurité tombe. Ces mots avaient effectivement éclairé son chemin, mais surtout, ils l'avaient aidé à devenir une lumière pour les autres. La célébration se poursuivit jusqu'au soir, avec des diplômés du programme partageant leurs histoires et des membres de la communauté discutant de nouvelles initiatives. Dans chaque conversation, il y avait un sentiment de possibilité, une reconnaissance que lorsque les gens se rassemblaient avec un but et de la compassion, des transformations remarquables étaient possibles. Dehors, la skyline de la ville scintillait sous le ciel qui s'assombrissait. Mais maintenant, au milieu des symboles imposants du pouvoir des entreprises, de nouvelles lumières brillaient, des centres communautaires, des installations de formation et des espaces de rassemblement, où des personnes de tous horizons se réunissaient pour construire un avenir différent. 5 ans après que Sophie Martin se soit assise pour la première fois à lire de la poésie devant la Tour Lafayette, elle se retrouvait à un endroit familier, mais dans des circonstances très différentes. Le petit kiosque de bibliothèque, qui avait remplacé son ancien lieu de lecture, était devenu un jardin de lecture communautaire complet, avec des bancs confortables et une petite bibliothèque gratuite toujours bien approvisionnée. C'était tôt le matin, à la même heure où elle arrivait autrefois avec son sac à dos usé et son livre précieux. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. Henri, maintenant complètement rétabli et occupant le poste de conseiller principal de la Fondation, était assis à côté d'elle sur l'un des bancs. Ils attendaient un visiteur spécial, le président des États-Unis, venu voir de ses propres yeux le modèle de transformation d'entreprise qui avait commencé à redéfinir la culture des affaires américaines. Nerveuse ? Demanda Henri, remarquant comment les doigts de Sophie caressaient la tranche du livre de sa mère, toujours son point de repère après toutes ces années. Elle sourit, levant les yeux vers le bâtiment qui lui avait autrefois semblé si imposant. Pas nerveuse, juste reconnaissante. Parfois, j'ai encore du mal à croire à quel point les choses ont changé. Et en effet, les changements étaient remarquables. Le modèle de la Fondation Bernard avait été adopté par des entreprises à travers le pays. Le campus d'innovation Martin avait diplômé des milliers d'étudiants, dont beaucoup avaient lancé leurs propres entreprises sociales. L'initiative de justice médicale du Dr Rodriguez avait réussi à faire pression pour des réformes majeures dans le domaine de la santé.
David Martin émergea du bâtiment, ses cheveux argentés captant la lumière du matin. En tant que directeur de l'innovation de la Fondation, il avait canalisé son génie de l'ingénierie pour créer des solutions durables pour le développement communautaire. Mais plus important encore, il avait reconstruit sa relation avec sa fille, leur mission commune les rapprochant plus que jamais. « Le cortège présidentiel arrive dans 10 minutes, annonça-t-il en les rejoignant sur le banc. L'équipe du documentaire est aussi prête. Le documentaire, La Révolution invisible, était devenu un catalyseur de changement à part entière. En racontant l'histoire de Sophie, Henri et la transformation des industries Bernard, il avait inspiré une conversation nationale sur la responsabilité des entreprises et la justice sociale. Marguerite s'approcha, tablette à la main comme toujours. Maintenant co de la Fondation, elle avait joué un rôle clé dans l'expansion nationale de leur programme. Tout est prêt à l'intérieur. Et Sophie, tu seras contente d'apprendre que les derniers chiffres viennent d'arriver. Le taux de pauvreté dans nos communautés cibles a encore baissé de 15%. Sophie hocha la tête, mais son attention fut attirée par une jeune femme assise sur un banc voisin, plongée dans un livre. Cette vue éveilla en elle des souvenirs de ses propres jours d'invisibilité, mais aussi de l'espoir pour le changement qui était encore possible. « Excusez-moi un instant », dit-elle en se levant. Les autres la regardèrent s'approcher de la jeune lectrice. « Que lis-tu » demanda Sophie doucement, utilisant les mêmes mots qu'Henri lui avait dit des années auparavant. La jeune femme leva les yeux, surprise mais pas effrayée. « De la poésie », répondit-elle. « Dickinson. Tu connais son œuvre ?» Sophie sourit et s'assit à côté d'elle. « L'espoir est cette chose avec des plumes qui se perchent dans l'âme et chante la mélodie sans les mots et ne s'arrête jamais, » termina la jeune femme, les yeux brillants. « Je m'appelle Jeanne. J'ai séjourné au refuge de la Fondation Bernard. On m'a dit que je pourrais vous trouver ici parfois. »« Tu as raison, dit Sophie. J'essaie de venir ici chaque matin pour me souvenir d'où tout cela a commencé, pour me rappeler que chaque personne a de la valeur, une histoire, un potentiel qui attend d'être reconnu. » Le cortège présidentiel approchait, son équipe de sécurité déjà visible. Mais Sophie resta concentrée sur Jeanne, reconnaissant dans ses yeux la même détermination qu'elle avait autrefois ressentie. « Souhaiterais-tu te joindre à nous ?» demanda-t-elle. « Le président vient découvrir notre travail, mais je pense que te rencontrer, entendre ton histoire, en apprendrait plus que n'importe quelle présentation. » Jeanne hésita, baissant les yeux sur ses vêtements usés. « Moi ? Mais je ne suis pas. Tu es exactement celle qui doit être là, » la rassura Sophie. « Le changement ne vient pas d'en haut. Il vient de la reconnaissance de la dignité et du potentiel de chaque personne, quelles que soient ses circonstances. » Alors qu'elle revenait vers les autres, Henri sourit avec complicité. Il avait vu cette scène se répéter tant de fois au fil des années, Sophie trouvant de nouvelles voies à ajouter à leur cœur grandissant de changement. Le succès de la Fondation n'avait pas altéré sa conviction profonde que la véritable transformation se faisait une connexion, une conversation à la fois. L'arrivée du président marquerait une nouvelle étape dans leur parcours, une autre validation de leur modèle d'entreprise éthique et d'autonomisation communautaire. Mais la vraie victoire résidait dans des moments comme celui-ci, une main tendue, une histoire partagée, une vie sur le point de changer. Sophie présenta Jeanne au groupe, veillant à ce qu'elle se sente accueillie et valorisée. Alors que le cortège approchait, elle regarda autour d'elle, la foule rassemblée, des diplômés de la Fondation, des membres de la communauté, des leaders d'entreprise, tous unis par une vision commune de ce qui était possible. Elle ouvrit une dernière fois le livre de sa mère, bien qu'elle connaisse l'inscription par cœur, « Que ces mots éclairent ton chemin lorsque l'obscurité tombera. » Ces mots avaient en effet éclairé son chemin, mais ils avaient fait plus que cela. Ils l'avaient aidé à éclairer le chemin des autres, créant un phare d'espoir qui brillait désormais bien au-delà des ombres des tours de Paris. La voiture du président s'arrêta, et les flashs des appareils photo crépitèrent. Mais l'attention de Sophie resta fixée sur Jeanne, sur Henri, sur son père, sur Marguerite, sur toutes les personnes qui avaient prouvé que les plus grandes transformations commencent souvent par les plus petits actes de reconnaissance et de respect. Et quelque part dans la lumière grandissante du matin, un nouveau chapitre commençait, pas seulement pour Jeanne, mais pour tous ceux qui suivraient,
chacun ajoutant son propre vers à cette histoire continue d'espoir, de rédemption et du pouvoir d'être vraiment vu